suis vraiment contente d'avoir ces 20 courtes minutes pour partager avec vous des réflexions qui me sont venues ces 2 dernières années à propos de 2 thèmes qui m'intéressent particulièrement. D'un côté, le système publicitaire et de l'autre côté, le système spéciste, c'est-à-dire le système de l'exploitation des animaux par les humains. Donc, à l'intersection de ces 2 systèmes, il y a ce que j'ai appelé le publispécisme. C'est un terme que j'ai développé en référence au publisexisme, qui est un mot qui a été utilisé dès 2001 par des féministes libertaires parisiennes pour dénoncer la façon dont les femmes étaient et continuent d'être représentées sur les affiches publicitaires. Donc le publispécisme, c'est simple, on peut voir ça comme étant le produit de la rencontre entre 2 géants. D'un côté, le système publicitaire, de l'autre, le système spéciste. On sait à quel point la publicité, c'est un outil très efficace pour diffuser des valeurs, des normes, pour nous influencer dans nos goûts, nos achats et pour susciter des pratiques particulières. Elle relaie parfois des stéréotypes et des idéologies discriminatoires, le sexisme notamment, le racisme, mais également, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, le spécisme. Donc la publicité, elle est puissante, mais elle n'est pas toute puissante. Nous avons la possibilité de développer une distance critique vis-à-vis de son contenu, et c'est ce que je vais faire dans la présentation qui va suivre, en sachant que je vais me focaliser exclusivement sur un petit échantillon de publicité pour des produits d'origine animale, donc lait, poissons, œufs et viande. Donc, ce qui est de plus évident lorsqu'on se penche sur ce type de publicité, c'est qu'elle fonctionne par une diffusion massive du carnisme. Le terme carnisme nous vient de la psychologue sociale Mélanie Joy et peut se définir simplement comme étant l'idéologie postulant qu'il est normal, naturel et nécessaire de consommer des produits d'origine animale. Un 4e N pour nice a été rajouté à cette liste en 2015 par plusieurs chercheurs en psychologie, suite au constat que la notion de plaisir revenait souvent dans les justifications données à la consommation d'animaux. Donc, en tant qu'idéologie dominante dans notre société, nous avons intériorisé ce système de croyances et il semble relever du domaine de l'évidence. Il a donc tendance à échapper au questionnement et à la remise en question. Et en fait, c'est là que l'analyse et le décryptage des publicités spécistes devient vraiment intéressant, puisque la publicité, elle fonctionne généralement avec des représentations simples, facilement assimilables et parfois assez caricaturales. Et en fait, d'une certaine façon, la publicité condense le carnisme, le rend plus facile à observer, plus explicite, moins opaque. Elle semble nous crier sans cesse dans la face que manger de la viande est normal, naturel, nécessaire et très nice. Donc, pour vous montrer concrètement comment le publispécisme relaie l'idéologie carniste, je vais vous détailler quelques mécanismes que j'ai pu identifier, parmi lesquels on trouve ce que vous voyez, dissociation, fragmentation, désindividualisation, suicide food ou encore carnosexisme. C'est tous des termes sur lesquels je vais revenir. Alors, une des stratégies les plus utilisées par le publispécisme, c'est de nous faire oublier que nous mangeons des animaux morts. Et pour réaliser ce tour de force, elle cherche à briser tout lien entre le produit consommé et l'animal qui en est à l'origine. Et en effet, nous n'aimons pas nous voir rappeler que ce que nous mangeons est le morceau d'un animal qui ressentait, voyait, vivait comme nous et qui a été tué sans son consentement. Les industriels de la viande en sont très conscients et ils le disent eux-mêmes. Par exemple, Jean-Marie Huel, qui est le directeur général de Saria Industries, une entreprise qui transforme chaque année plus d'1 500 000 tonnes de viande, il dit la chose suivante. Il y a une distanciation énorme entre ce qui est consommé au jour le jour, donc la barquette qu'on trouve en linéaire dans les supermarchés, et l'animal qui est à l'origine de ce produit. Je ne suis pas sûre que le lien soit nécessaire entre les deux, donc c'est toujours Jean-Marie Huel qui parle, puisque si le lien est fait, ça va générer beaucoup plus de rejet que d'acceptation.
ça va provoquer chez le consommateur une réaction de rejet vis-à-vis de l'idée d'abattre un animal pour le manger. Donc en fait, quand Jean-Marie Huel nous dit que le lien entre les deux n'est pas nécessaire, ce qu'il veut surtout dire, c'est que le lien n'est pas souhaité par l'industrie, puisque cela irait compromettre les actes d'achat. Les animaux sont donc absents d'un grand nombre de publicités qui pourtant font l'étalage des morceaux de leur corps. Et en fait, si vous voulez, l'idée que la viande provient d'un animal individué qui a vécu finit par ne même plus venir à l'esprit. Ainsi, au début des années 90, une étude du département d'agriculture américain montrait qu'un adulte sur 5 aux États-Unis ne sait pas que le steak provient d'un bœuf, qui est un morceau de bœuf, et que du coup, ils sont en train de manger des animaux morts. Un adulte sur 5. C'est une véritable éducation à ne pas savoir, et elle se fait très tôt. Beaucoup de parents cachent sciemment à leurs enfants que viande, poulet, steak, croquettes sont des morceaux d'animaux. Et Internet regorge d'ailleurs de vidéos virales où on voit des enfants en pleurs qui viennent de réaliser que ce qu'ils ont dans leur assiette est un morceau d'animal mort et qui sont véritablement traumatisés par cette découverte. Ça, c'est juste pour vous montrer la dissociation entre l'individu et le produit. Jean-Louis Hurel. Donc cette occultation radicale des animaux, elle est très courante, mais elle ne constitue pas le tout du publicspécisme. Il arrive aussi que l'animal soit bel et bien représenté ou nommé dans la publicité. Mais lorsque c'est le cas, l'animal, il est là que dans la mesure où il est immédiatement et intégralement associé à de la viande. On parle alors d'un processus de réification, c'est-à-dire de réduction à un objet, à une chose. On pourrait même parler d'une viandisation des animaux, le principe étant que les animaux de boucherie sont toujours déjà de la viande. Ainsi, sur les publicités que vous pouvez voir, on peut lire « Ceci n'est pas une vache, c'est une race à viande ». À droite, le slogan « Jambon bien élevé » induit une identification totale entre le cochon et le jambon. Et on finit par croire que les animaux sont naturellement faits de viande et que cette viande ne demande qu'à être abattue pour être récoltée. Et juste en dessous, déguster le bœuf renvoie également à cette assimilation entre l'individu et le produit. On n'a d'ailleurs pas estimé utile de montrer la tête de l'animal dans le cadrage de la photo. Et pour pousser encore plus loin ce processus de viandisation, il faut transformer l'animal en objet consommable, en faire des petits bouts. Ça, c'est le morcellement. Plus l'animal il est découpé, moins il ressemble à ce qu'il était à l'origine, à savoir un individu. On ne perçoit qu'une partie de l'animal, celle qu'on va pouvoir acheter, consommer, déguster. Le corps il est divisé et seules les parties désirables sont mises en valeur, comme les cuisses, les côtes, le filet. Et comme c'est également le cas pour les femmes dans la publicité, on a affaire à des corps sans personnalité et d'ailleurs souvent sans tête. Les visages ou regards des animaux sont très peu présents. Ils sont tous interchangeables car seuls leurs attributs corporels comptent en fonction de leur valeur gustative. On n'a pas affaire à un poisson singulier, mais à du poisson. On n'a pas affaire à une poule, mais à du poulet. On n'a pas affaire à des individus, on a affaire à des aliments. Et en fait, la publicité nous envoie un message très clair. Les animaux, finalement, c'est de la viande qui ne serait pas encore morte. Elle entretient et renouvelle un climat culturel où les animaux sont perçus comme des choses, un monde où le destin naturel des animaux d'élevage est de passer à la casserole pour finir dans nos assiettes. J'en viens à un des aspects les plus déstabilisants du publicspécisme, c'est ce qu'on appelle la suicide food. Comme son nom l'indique, la suicide food représente des individus qui s'offrent à nous pour être tués et pour être consommés. Par exemple, ici, on peut voir des animaux qui affichent un plaisir assumé à barboter dans leur jus de cuisson, ou encore une vache pour qui la traite semble être une véritable vocation et qui prend vraiment du plaisir. La suicide food nous présente du bétail épanoui qui prend à cœur son rôle dans l'industrie qui l'exploite. Parfois même, les animaux se découpent ou s'assaisonnent eux-mêmes. Donc la fiction ou même, je dirais même le fantasme se substitue à la réalité. La réalité étant bien évidemment celle de la résistance animale face à ce qu'on leur fait subir et pas de l'auto-sacrifice.
Donc en fait, ce type de représentation, c'est une façon parmi d'autres d'atténuer la dissonance cognitive. En effet, si les animaux sont volontaires pour être consommés, s'ils sont partie prenante de leur exploitation, les tuer pour les manger n'est plus appréhendé comme de la violence, ce qui permet d'éviter une fois de plus l'émergence d'un dilemme moral. Autre exemple, la fameuse vache qui rit, qui est un exemple classique de suicide food, mais plus inattendu à côté, on a une autre vache qui rigole moins, mais qui est présentée comme étant fière de sa destinée à l'abattoir. Et en haut à droite, on a un cochon en train de rôtir sur son barbecue, tout sourire dehors. Donc le contraste avec la réalité, il est véritablement grotesque, il est énorme, ce qui est magnifiquement souligné par cette photo qui arrive à saisir toute l'absurdité de la suicide food. On a là la supercherie de l'industrie de la viande en une photo. Un sous-genre de la suicide food, ou en tout cas quelque chose qui s'en approche, ce sont les publicités qui ont recours à des concepts positifs et agréables tels que bonheur, vie, joie et amour. Et encore une fois, le décalage avec la réalité, il est total. Il ne s'explique que par la volonté de créer une aura positive autour des produits issus de l'exploitation animale. Par exemple, Monoprix a l'audace de célébrer la liberté des poulets en vendant du poulet. Une autre enseigne de grande distribution à droite nous annonce que Pâques va encore faire des heureux tout en nous proposant à la vente un morceau d'agneau. Et en bas à droite, comble du retournement de vérité, on nous présente de la charcuterie comme étant des tranches de vie. Et également une publicité hors catégorie où on voit un sandwich fait de viande et de fromage où il est marqué « Made with love », donc fait avec amour. Donc en fait, les animaux, tout comme les femmes, à travers le public-sexisme, sont représentés avant tout comme des objets de désir et de plaisir. Plaisir gustatif pour les animaux, plaisir sexuel pour les femmes. Nous venons de voir qu'ils sont représentés par la suicide food comme se donnant en spectacle pour faire saliver le passant. Et on retrouve là en fait une esthétique pornographique qui est bien connue des analyses féministes, ce qui m'amène au dernier mécanisme que je vais vous présenter aujourd'hui, ce que j'ai appelé le carnosexisme. Donc, dans une société à la fois spéciste et patriarcale, érotiser les animaux et animaliser les femmes se révèle très utile pour légitimer l'appropriation des deux catégories. Le carnosexisme consiste à associer femmes et animaux dans des représentations pour aboutir à des créatures qui semblent être là pour réaliser toutes sortes de fantasmes culinaires. Ce qui est très clair à chaque fois, c'est que ces créatures hybrides sont là pour nous, dans des poses faisant d'elles des êtres désirables, consommables, disponibles et passifs. Et dans de nombreuses publicités, l'animal mort, c'est le produit, tandis que la femme objet, c'est l'emballage. Le tout étant livré au regard et à l'appétit masculin. Et en effet, la publicité, elle a recours à de nombreux clichés reliés à l'hétérosexualité et à la virilité. Les produits d'origine animale, et plus particulièrement la viande rouge, n'échappent pas à ces clichés. La viande, contrairement à la salade, c'est un produit qui est principalement pensé pour une consommation masculine et qui est vendu comme tel. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant une courte publicité qui, je pense, illustre pas mal ce point. Donc, c'est une vidéo d'1 minute, c'est en anglais, mais je vous invite à écouter les paroles si vous arrivez à l'entendre. I am man, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I'm way too hungry to settle for chick food. 'Cause my stomach's starting to growl, and I'm going on the prowl for a Texas double whopper, man that's good. Oh yes, I'm a guy, I'll admit I've been fed quiche. Way tofu, bye-bye, now it's the Whopper beef I reach. I will eat this meat till my innie turns into an outie. I am starved, I am incorrigible, and I need to scarf a big burger, beef, bacon, jalapeno, good thing down. Yeah! I am hungry, I am incorrigible, I am mad.
Texas double whopper. Eat like a man. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu les paroles, mais en gros, il dit « Je suis un homme et j'ai bien trop faim pour cette chick food, donc cette nourriture de gonzesse. Bye bye tofu, donnez-moi de la viande, je suis un homme, je suis un carnivore, etc. etc. » Donc, on voit à quel point les publicités spécistes, elles se servent des clichés autour de la virilité, de la masculinité hétérosexuelle et en quoi elles associent cette masculinité à de la prédation, à une logique de prédation. Donc, pour résumer un peu tout ça, la publicité, elle nous ment, elle reprend des stéréotypes sexistes et spécistes, elle les retravaille et elle les diffuse. Elle participe à la construction d'une réalité qui n'a rien à voir avec la réalité de l'élevage, de la pêche et de l'abattage. Elle rend l'exploitation animale délicieuse, désirable et anodine. La pratique collective de consommation des animaux et la mise en scène de celle-ci par la publicité offrent un ancrage rationnel et naturel à l'idée qu'ils sont inférieurs, que leurs intérêts sont méprisables et qu'ils sont donc légitimement exploitables. Et en effet, comment douter de l'infériorité des animaux quand des morceaux d'animaux morts sont disponibles partout, en tout temps et appropriables par tout le monde? La publicité est le véhicule de ce que l'on pourrait appeler du spécisme ordinaire, c'est-à-dire une banalisation de la violence à l'égard des animaux, qui n'est dès lors même plus perçue comme étant une violence. Je vais aborder maintenant quelques pistes de résistance. Je pense que déjà, ce qui est important, c'est de prendre la publicité au sérieux et de reconnaître qu'elle a des effets sur nous et qu'on n'est pas immunisé face à la publicité. Elle contribue au contraire de façon puissante à notre environnement idéologique, à ce que nous allons trouver normal ou non, légitime ou non, possible ou non, désirable ou non. Pour se démystifier de la publicité, il faut savoir en reconnaître les mécanismes et les mythes. Nous avons tout intérêt à développer une attitude critique, telle que l'a définie un activiste anti-pub qui s'appelle François Brune et qui encourage à considérer que ce que l'on est en train de regarder avec la publicité, ce n'est pas le spectacle d'une réalité existant en dehors de nous, mais c'est bien un message construit qui s'adresse à nous dans un but particulier. Une façon concrète de contester le publispécisme, c'est d'imposer dans l'espace public un discours concurrent. Donc pour cela, on peut reprendre les techniques développées depuis longtemps par les collectifs anti-pub, recouvrement de publicité, détournement créatif et critique du contenu publicitaire, collage de stickers sur les publicités. C'est ce genre d'initiative qu'encourage le projet « Je suis une pub spéciste », notamment avec des stickers à coller sur les publicités carnistes pour visibiliser la notion de spécisme et contester la façon dont les animaux sont représentés dans la publicité. Un autre moyen de contrer l'hégémonie du carnisme, c'est tout simplement de faire rentrer d'autres images dans l'espace public. Des images qui viennent briser le consensus autour de l'exploitation animale. Je pense par exemple à l'association française L214 qui a réussi à imposer dans les médias et dans les réseaux sociaux des images tournées dans des abattoirs et à faire voir l'horreur de ces lieux, ce qui a permis de ternir cette sorte d'univers jovial autour des produits d'origine animale. Et on pourrait même dire que L214 est en lutte constante avec le publispécisme pour définir la réalité de l'exploitation animale. Je pense également, donc le publispécisme, il a des conséquences concrètes sur les animaux, évidemment, puisqu'il encourage l'achat de viande et de produits d'origine animale, donc il encourage l'abattage et l'exploitation des animaux. Mais il y a aussi un autre aspect qui est aussi intéressant à souligner, c'est que le publispécisme a des conséquences pour le mouvement antispéciste et la lutte antispéciste de façon plus générale. En nous imposant une conception carniste du monde, il a tendance à briser l'imagination politique d'un monde sans viande, à entretenir la végéphobie, c'est-à-dire un climat hostile au végétarisme et à la remise en question du statu quo spéciste. Et pour le dire autrement, je pense que le publispécisme, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, empêche ou en tout cas retarde l'émergence d'une critique collective de nos rapports aux autres animaux. Et pour terminer, j'aimerais souligner les nombreuses convergences militantes qui peuvent être envisagées avec les autres luttes. Je pense évidemment au mouvement anti-pub, qui est en France très actif et qui commence à prendre en compte de façon systématique la critique des publicités spécistes.
Je pense également au mouvement féministe qui développe de précieuses analyses pour penser les rapports humains-animaux. Et je pense qu'on ne soulignera jamais assez à quel point les différentes théories de libération présentent des convergences, des points communs qui permettent des analogies fructueuses et qui construisent une solidarité contre toute forme d'exploitation. Et avant de laisser ma place à Dalila Awada, j'aimerais simplement vous signaler que vous pouvez retrouver plein d'exemples de publicités spécistes et carnosexistes et aussi des détournements, des exemples de collages de stickers, c'est assez intéressant à voir sur les réseaux sociaux en suivant le projet « Je suis une pub spéciste ». Et je vous invite d'ailleurs à contribuer activement à ce projet en m'envoyant des photos de publicités spécistes que vous croisez au quotidien dans la rue et aussi en envoyant vos détournements et vos collages intempestifs. Merci.